Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui je vais vous montrer les 5 choses que les bons joueurs, les joueurs professionnels ne font jamais au poker évidemment. Donc vous avez juste à faire l'inverse et je vais vous donner aussi comment faire l'inverse, comme ça va pouvoir vous aider. Et donc on est parti, pas de perte de temps, directement. Et bien la première chose, ça serait de surestimer un récréatif. Un joueur professionnel ne va jamais surestimer un récréatif, il sait qu'il joue assez simplement, donc il va le jouer tout simplement, vous allez voir, parce que comme je vous l'ai mis, tous les joueurs gagnants au poker savent lire un minimum leur adversaire, parce que en fait ils ont tellement des raisonnements simples que c'est facile à les lire. Même si quand tu débutes, tu te dis « Ah, je comprends rien, j'ai l'impression que je comprends mieux un joueur régulier », souvent c'est pas le cas. C'est soit tu es contre des réguliers qui sont pas très forts et qui jouent de manière très basique, et donc du coup, bon, bah, eux, ça leur suffit pour faire des gains, mais c'est facile à lire. Soit tu ne sais pas lire un joueur récréatif parce que tu le surestimes et justement, tu n'arrives pas à prendre en compte qu'il va jouer ultra simplement. Et donc, je t'ai mis un exemple. Tu as Dame-Dame et tu deux barrels sur 8, 6, 4, 9. Évidemment, un joueur récréatif classique, qui est plutôt passif, va raise uniquement 8, 8, 6, 6, 4, 4, donc ce qui est tout simplement des brelans, tout comme 9-9, évidemment, avec 8 et 9 aussi, 8 et 6 qui sont des doubles paires, 10 et 7 qui fait straight, et 7 et 5 aussi qui fait straight. Vraiment, ils vont raise que ça. Jamais ils vont raise une top paire dans ce spot, As-9, 10 et 9 ou Valet 9, etc. Parce qu'ils vont juste avoir beaucoup trop peur et comment pour eux, c'est une main qui est bien à check call, c'est pas une main suffisante pour relancer. Ils relancent vraiment avec des nuts à chaque fois, ils vont jamais relancer un tirage. Ça, faut vraiment se l'enlever de la tête, on essaye toujours de se convaincre, je le sais quand on débute, on est toujours là à se dire ah ouais, non mais attends, ici il peut quand même avoir dans ce spot peut-être Valet 10 de carreau qui va tenter un petit bluff ou Valet 10 de trèfle qui va tenter de partir à tapis. Ça n'arrive jamais. Vraiment, ça n'arrive absolument jamais. Ils nous ont jamais de tirage dans ces spots-là, donc vraiment, soyez très intelligents et réussir à trouver cette discipline de faire des gros folds ici, c'est vraiment super important. Donc ne surestimez pas un récréatif qui va trouver le bon bluff en check raise à la turn. Non, ça n'arrivera pas, ça sera toujours en value et c'est assez logique parce que pour eux, bon, bah, ils vont pas essayer de trouver le bon bluff qui est compliqué, qu'un joueur régulier va peut-être trouver. Ils vont être là, ils vont cliquer vite fait. Bon, ils ont une bonne main, ils relancent. Point. S'ils ont une main moyenne, ils vont call. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus haut. Ensuite, une erreur qu'il faut que les joueurs réguliers ne font pas, bah, c'est de s'arrêter d'apprendre. Vraiment, aucun bon joueur ne pense qu'il faut s'arrêter d'apprendre et qui connaît tout. Il n'y a que les joueurs récréatifs qui vont penser ça. Même un joueur comme moi, je te l'ai mis, qui joue en 50 euros, bah, je vais réviser mes ranges vraiment tout le temps. Je ne te dis pas ça juste pour l'écrire sur la slide. C'est vraiment important. Tu as des ranges que tu veux apprendre, des nouvelles ranges dans des spots plus particuliers. Qu'est-ce que tu vas devoir 3 bêtes dans un spot? Évidemment, en basse limite, tu t'embêtes pas de savoir ce que tu dois 3 bêtes, mais après, ça peut devenir pertinent. Évidemment, après, tu vas aussi réfléchir peut-être, bon, bah, dans ce spot où qu'est-ce que j'ai envie de link trap et de shove vs un ISO, qu'est-ce que j'ai envie d'ISO tier stack contre un joueur régulier, qu'est-ce que j'ai envie d'ISO bluff, etc. Et donc tu révises tout le temps des choses constamment pour être le plus fort possible, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu revois tes cours, évidemment. J'ai un livre avec toutes les notes que j'ai prises. Évidemment, je vois des cours aussi, tout simplement. Des gens qui jouent encore plus haut que moi et qui vont pouvoir m'apporter des choses, tout comme avoir un coach qui est plus fort que toi, qui va pouvoir justement t'aider. Ça, c'est super, super important aussi pour pouvoir continuer à progresser. Et au moins, c'est ça qui est important. C'est que soit tu veux continuer à progresser, ce qui est toujours important, mais tu peux aussi vouloir stabiliser ton niveau. Mais si tu ne fais rien, tu ne vas pas stabiliser ton niveau. Je te prends un exemple tout bête. Un joueur de foot professionnel, s'il arrête de faire des entraînements, c'est pas qu'il va juste garder son niveau toute sa vie. Non, il va régresser progressivement. C'est logique. L'entraînement a deux objectifs. Au début, te faire progresser. Le deuxième, c'est aussi de stabiliser ton niveau quand tu deviens plus âgé, etc. Au football, par exemple, bon, tu sais qu'à un moment, tu es au maximum de ta progression. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut essayer de garder cette progression max le plus longtemps et d'arriver au plus haut et de rester le plus longtemps au plus haut. Ça, c'est important aussi. Donc, je t'ai mis une petite citation qui va pouvoir aussi peut-être te faire prendre conscience de ça pour avoir une mentalité justement qui privilégie le travail au gain. Parce que le travail, ça te fait avoir des gains. Les gains, ça ne te fait pas travailler, ça ne te fait pas progresser, donc ça ne te fait pas en avoir de plus en plus. Ça, c'est important. Donc, pour continuer de progresser encore et toujours, nous devons sans cesse apprendre, investir et agir. Apprendre, apprendre ses ranges, apprendre ses cours, apprendre avec son coach, apprendre de nouvelles compétences, etc. etc. Investir, investir du temps pour soi, investir de l'argent dans sa progression, dans des ranges, dans des cours, dans le coaching, etc. etc. Ça, c'est super important pour progresser. Et agir, agir, c'est quoi? C'est justement faire toutes ces actions et toutes les mettre vraiment en place. Puis après, évidemment, aller grind une fois que tu as un bon niveau. Donc ça, c'est super, super important. Ensuite, une erreur que beaucoup trop de joueurs récréatifs font, c'est de call pour information. Beaucoup de joueurs vont justifier un call. Ah ouais, non mais là, bon allez, c'est pas cher, je vais call, comme ça au moins je vais savoir ce qu'il a, ça m'aidera pour la suite. Ok, bon, déjà, c'est pas une chose que vous pouvez faire parce que c'est pas pertinent, parce que de base, si vous êtes un bon joueur, les informations vous les avez. Honnêtement, un récréatif qui me check raise au flop,
je sais globalement ce qu'il a. Si quelqu'un donc bête, je sais que 30% il a ça, 30% du temps il a une troisième paire par exemple, 30% du temps il a une deuxième paire, 30% du temps il a une top paire, etc. Donc je le sais déjà. J'ai pas besoin d'une main qui va pas me fixer sur le truc parce que ça va être juste ce qu'il a décidé de faire à l'instant T. Et donc c'est pas très réaliste parce que imagine il me fait ça avec une top paire. Bon, c'est pas pour ça qu'il le fait tout le temps avec une top paire. Je suis peut-être tombé sur le moment où il le fait avec une top paire, mais il va me faire ça aussi avec un bluff, etc. Donc ça, les statistiques, tu es censé les connaître quand tu es vraiment bon. Donc souvent, c'est qu'en fait, juste au lieu de bosser ton jeu et du coup de connaître les informations, tu vas préférer justement faire un call qui va te donner une information biaisée en plus, donc qui n'est pas pertinente. Donc il suffit, comme je t'ai mis, d'avoir travaillé son jeu. C'est comme ça qu'on obtient des informations. Un call doit toujours être justifié par une cote et une équité. Tu calls parce que soit tu as la cote, tu estimes que là, tu as toujours 25% d'équité et la cote, il te faut aller 12%, donc tu es largement bon avec tes 25%. Ou soit river, par exemple, ton adversaire te demande une blinde dans un pot qui va en faire 4. Tu sais qu'il te faut être bon 25% du temps, donc tu peux call si tu estimes que tu vas gagner le coup 25% du temps. Ça, ok. Là, on est sur un call justifié, mathématique, qui est bon, etc. Donc là, c'est ok. Par contre, call juste pour avoir l'information en sachant pertinemment que tu es perdant, c'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement. Souvent, même quand tu as l'information, quand tu es un joueur récréatif, tu ne l'utilises pas. Donc souvent, tu chopes une info pour ne pas l'utiliser. Et en plus de ça, en spin, tu sais que ça va relativement vite. Ça se trouve, tu chopes une info, demain après, tu perds contre le joueur, tu n'as même pas eu le temps de l'utiliser. Donc, c'est même pas pertinent, en fait, globalement, de faire ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment important. Ne jamais trap, ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Beaucoup de joueurs vont avoir tendance à toujours vouloir trap, que ce soit même avec les as, les rois, etc. Et, ils vont toujours vouloir laisser toucher leur adversaire. Mais ce n'est pas pertinent d'essayer de laisser toucher son adversaire pour essayer de gratter une blinde à une main qui n'a rien. Je te prends l'exemple sur ce board-là. Tu le vois, tu as As-10 sur 7, As-2, 10. Si ton adversaire a Roi-9, essayez de lui choper une blinde à Roi-9, mais on s'en fiche royalement. C'est surtout que quand ton adversaire a 7 et 2, 10 et 2, As-7, même une paire de 7, même une paire de 10, même une paire d'As, c'est dans ces moments-là que tu dois lui prendre le max. À Roi-9, à 3 et 5, on s'en fiche de leur prendre des... Ou à 3 et 6, etc., on s'en fiche de leur prendre une blinde. Tant pis, il a rien. Pour prendre de l'argent à quelqu'un, en spin, et pour gagner de l'argent, et puis même au poker en général, il faut que certes tu aies une bonne main, mais que ton adversaire ait quelque chose. Je te prends un exemple vraiment où j'extrapole. Si tu as As-As, le board vient As-As-2, turn 2, river 2. Là, honnêtement, si ton adversaire a genre 3 et 5, tu ne prendras rien. Tu lui prendras rien. Il n'y a aucune chance que tu lui prennes de l'argent, ou même 3 et 6, parce que sinon il avait une gut shot au flop. Mais 3 et 6, tu n'as aucune chance de lui prendre quelque chose. C'est pas parce que toi, évidemment, tu as carré, donc tu te dis c'est énorme, tu as le carré supérieur s'il a le 2, etc. S'il n'a pas le 2, ton adversaire, tu ne lui prendras vraiment rien. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ça ne suffit pas d'avoir juste une bonne main pour pouvoir prendre de l'argent. Il faut une bonne main contre une bonne main. Mais surtout, vous, l'erreur que vous faites, entre guillemets, la plupart des joueurs, évidemment, récréatifs, c'est pas grave, encore une fois, c'est normal, et vous êtes en phase de progression, et donc du coup, vous allez corriger, c'est pour ça que je suis là. Justement, je suis là pour vous aider sur ça. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est ok, quand mon adversaire a une main forte et que moi j'ai une main supérieure, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de lui laisser une seule blinde. Je dois vraiment tout lui prendre. C'est vraiment ça que vous devez retenir. C'est pas quand il a rien, il faut quand même que j'essaye de lui en prendre une. Ça, c'est la mauvaise idée, parce que la plupart du temps, vous allez passer pour prendre tout à Roi 9 sur ce board-là, sur As-7, 2, 10, pour essayer de lui prendre tout pour essayer de prendre une blinde à Roi 9, vous n'allez pas lui prendre tout quand votre adversaire a 10 et 2, par exemple. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, dans ce board-là, tu dois toujours c-bet au flop, ça vous allez certainement le faire, mais 2 barrels à chaque fois, c'est important. Évidemment, sur un board, As-2, 2, si vous avez As-2, évidemment, vous pouvez checker. Là, évidemment, c'est différent. Parce que vous avez tellement nuts que votre adversaire est sûr d'avoir rien. Donc là, peut-être essayer de prendre quelque chose à Roi 9, ça peut être pertinent parce qu'on sait qu'il n'a rien, notre adversaire. Ensuite, ça serait de ne pas choisir son nombre de tables. Ce serait une vraie erreur de ne pas prendre le temps de la réflexion pour ça. Je vais vous aider justement. Si vous êtes débutant complet, une table. Vraiment, il faut partir sur une table. Ça ne sert à rien de faire plus. Vous avez un taux horaire qui est soit perdant, soit très faible. Quel est l'intérêt à 20 centimes de l'heure d'essayer d'augmenter son nombre de tables? Ça ne changera absolument rien. Vous allez juste arrêter de réfléchir, arrêter de progresser. Et donc, du coup, ce n'est pas pertinent. Si vous êtes un peu plus à l'aise et vous jouez depuis plus de temps, que vous n'êtes plus un débutant complet, pourquoi pas passer sur 2 tables? Parce que sur 2 tables, vous avez le temps encore normalement de réfléchir si vous êtes un petit peu à l'aise. Donc, ce n'est pas gênant. Ensuite, si vous êtes déjà gagnant en 2 euros, donc vous pouvez gagner vraiment déjà de l'argent. Vous avez un tracker qui vous permet de suivre vos résultats et vous savez que vous êtes gagnant en 2 euros. Là, pourquoi pas aussi passer sur 3 tables si vous étiez à l'aise, ça peut le faire. Et après, pour passer sur 4 tables, il faut vraiment attendre de vraiment crush les 5 euros, c'est le grand minimum. Et que vous êtes vraiment à l'aise sur 3 tables déjà, vous avez un super niveau en 5 euros. Et là, évidemment, vous allez avoir envie d'augmenter votre taux horaire et c'est plus simple d'augmenter
son nombre de tables quand vous êtes en 5 euros, de passer de 3 à 4 tables plutôt qu'essayer de monter en 10. Donc, c'est une vraie bonne option à ce moment-là. Mais c'est un choix à faire qui doit être réfléchi. Et ça, c'est super important. Il n'y a aucun joueur régulier qui joue une table au pif, genre qui joue une table, deux tables, trois, quatre tables ou quatre tables au hasard complet. Juste, il se lance la session le matin et il clique au hasard sur le nombre de tables qu'il lance. Non, ça n'arrive pas. À chaque fois, ça doit être raisonné. Ça ne doit pas être raisonné par du tilt ou par exemple, vous vous dites comment ça se passe pas bien sur une table, je vais lancer une deuxième table. Bon, ça se passe souvent encore plus mal. Donc faites attention à ça. Pour ceux qui veulent progresser, parce que je sais qu'il y a des débutants et c'est le but, je suis là aussi pour vous aider, allez sur spinpro.fr. Vous pouvez soit le taper dans votre barre de recherche ou simplement aller cliquer sur le lien dans la description. Spinpro.fr, c'est super facile, vous allez pouvoir connaître la meilleure roue, connaître la bankroll qu'il vous faut, super important, le plan d'action qu'il vous faut, et donc ça va vous aider à faire entre 500 et 2000 euros par mois, 500 euros en tant que complément de revenu, 2000 euros par mois en tant que salaire, donc vraiment c'est des beaux objectifs, et je vais vous montrer tout ça dans une petite vidéo de formation qui va vraiment vous aider, qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Donc je vous laisse aller voir ça si vous voulez progresser, c'est vraiment là qu'il faut aller. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like. Franchement, ça soutient la chaîne et ça me donne envie de faire plus de vidéos où je vous donne des conseils. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire cette année, de vous donner de plus en plus de conseils. Donc j'espère que ça vous aidera. Et de mon côté, je vous dis à plus. Ciao!